Tout de suite, le JT. Merci pour votre fidélité de nous suivre sur la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'actualité. Et puis à l'entente de cette édition, en politique, l'indépendance obtenue le 11 août 1960 a été marquée donc par une lutte acharnée par quelques personnalités tchadiennes. Il s'agit des leaders charismatiques comme Gabriel Lisette, fondateur du Parti progressiste tchadien, section locale du Rassemblement démocratique africain, PPD-RDA, Ngarta Tomalbaye, qui fut donc premier président de la République. Il s'agit également de Ahmed Koulamala, Jacques Nadingar, pour ne citer que ceux-là. Romnel Msengar Garmadine nous retrace les étapes de l'indépendance. 65 ans de liberté et après, les vrais bâtisseurs de l'indépendance du Tchad ne sont pas seulement ceux qui sont visibles sur les podiums en 1960. Ce sont aussi les anonymes qui ont marché des kilomètres pour assister au meeting, ceux qui ont osé parler quand il fallait se taire, ceux qui ont cru à un Tchad libre bien avant que le mot ne devienne réalité. Aujourd'hui encore, le vent chaud souffle sur N'Djamena. Mais il porte une question: qu'avons-nous fait de cette liberté pour laquelle tant se sont battus? En août 1960, dans les rues poussiéreuses de Fort-Lamy, le vent transporte des murmures d'espoir. Partout, les regards se tournent vers un rêve commun, un Tchad libre. Mais derrière cette aspiration, il y a des visages, des voix et des sacrifices. Au premier rang, Gabriel Lisette, charismatique et originaire de Guadeloupe, mais profondément attaché à la terre tchadienne. Fondateur du Parti progressiste tchadien, PPT, affilié au Rassemblement démocratique africain RDA, une organisation panafricaine influente en 1947. En rappel, Lisette fut député du Tchad à l'Assemblée nationale française et joue un rôle majeur dans la revendication d'autonomie. Bien qu'il ait défendu les intérêts tchadiens, il sera critiqué par certains pour son origine étrangère, ce qui contribuera à son éviction politique en 1959 au profit de François Tomanbaye, instituteur de formation, militant du PPT, figure locale qui incarne la relève. Il comprend vite que le combat doit être enraciné dans les réalités tchadiennes. Par son discours authentique, il promet une ère de justice, d'unité et de prospérité, chose qui lui permet de rallier paysans, jeunes et notables. C'est ainsi qu'il a hérité du pouvoir colonial français en prenant enfin les rênes de son destin en main. L'on ne peut parler de la marche vers l'indépendance du Tchad sans toutefois parler d'Ahmed Koulamala, orateur redoutable qui défendait une vision religieuse et sociale de l'avenir du pays. En coulisses, d'autres acteurs également ont préparé la base. Jacques Nadingar, une des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance. Kaltouma Ngembang, militante infatigable, a elle aussi mobilisé les femmes dans un contexte où leur voix est souvent étouffée. Djibril Kirala, Baba Hassan et Outel Bono représentent quant à eux cette jeunesse intellectuelle qui croyait en un Tchad moderne et égalitaire. Aujourd'hui encore, dans les villages comme dans les villes, leur nom se murmure comme un héritage précieux. Mais très vite, le rêve se brouille. Les premières années voient naître un État centralisé, autoritaire, fragilisé par la tension régionale et ethnique. Les promesses d'égalité se heurtent aux réalités du pouvoir. Les décennies passent, les présidents changent parfois dans la violence. Les guerres civiles, les coups d'État, l'injustice, les tueries, les rébellions s'enchaînent. Et pendant que le peuple espère avec les discours similaires qui se répètent chaque cérémonie officielle, les écoles, les hôpitaux, les routes et les budgets se perdent dans les confusions de la corruption et la mauvaise gouvernance. Oui, aujourd'hui, le Tchad est libre, mais dépend encore des aides extérieures, des coûts mondiaux du pétrole et parfois même de la bonne volonté de ses partenaires étrangers pour gérer ces crises. Les héros de 1960 avaient arraché la clé, mais la porte, elle, n'est pas encore complètement ouverte. Dans son message adressé à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a rendu un hommage appuyé au père fondateur. Ensuite, il a mis l'accent sur les défis à venir avant de lancer un appel à l'unité nationale. Diana Nepidimbaye revient sur les temps forts de cette déclaration.
Dans son discours, prononcé depuis le palais de Toumaï, le chef de l'État a salué la mémoire des pionniers de l'indépendance et a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a appelé les Tchadiens à renforcer le vivre ensemble, socle de l'unité nationale, et à participer à la refondation du pays. Il a mis en avant les priorités de son quinquennat, la lutte contre la corruption, le développement de l'éducation, la modernisation de l'agriculture et de l'élevage, l'investissement dans l'infrastructure, l'eau et énergie sont des points abordés par le maréchal. Le président a également insisté sur la nécessité de la paix et de la sécurité dans un contexte régional instable et l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Sur le plan politique, la main tendue du président reste d'actualité. Nous demeurons engagés, plus que jamais, et au plus haut niveau, à préserver les acquis à cet égard, à réformer le corps de domaine et à investir pour mieux équiper, mieux former et mieux valoriser l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. C'est le prix de notre souveraineté. Sur le champ politique et avec la création du nouveau cadre de concertation politique, nous maintenons le dialogue avec les acteurs politiques de toutes les sensibilités. Notre main reste tendue envers ceux de nos compatriotes qui souhaitent nous rejoindre pour construire ensemble le Tchad de demain. Un message fort de réconciliation des filles et des fils du pays pour le progrès, sauf qu'après le passage du pays du parti unique en 1960 à plus de 336 partis politiques en 2025, la stabilité politique et l'impartialité véritable de la justice semblent utopiques. La majeure partie de la population compte sur cette main tendue pour une démocratie véritable. Toujours dans le même ordre en politique, lors de son message à la veillée de l'indépendance, le chef de l'État s'est longuement apaisanté sur la décentralisation. Pour lui, c'est un levier essentiel pour le développement à la base et de l'équité territoriale. On fait le point avec Kilimbaye Ariel Tayo. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad, le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, s'exprimant depuis la tribune du palais Toumaï, dans son message à la nation, a placé la décentralisation au cœur de son projet de développement. Il présente ces modes de gouvernance comme un levier incontournable pour impulser le progrès à la base et corriger les déséquilibres entre le centre et les provinces. Une promesse saluée, mais qui soulève également des interrogations profondes. La décentralisation, bien qu'utile et nécessaire, ne saurait à elle seule résoudre les multiples crises structurelles auxquelles le Tchad fait face: la pauvreté endémique, la corruption, l'illégalité sociale, l'insécurité alimentaire et le manque criard d'infrastructures. L'absence d'une réelle volonté politique et de mécanismes transparents dans la gestion des ressources a souvent rendu les discours creux et les promesses éphémères. La décentralisation ne portera ses fruits que si elle s'accompagne de justice sociale, de la responsabilité locale, d'un renforcement des capacités humaines et d'un investissement massif dans le secteur clé de base. Toutefois, il convient de reconnaître que faire de la décentralisation son cheval de bataille pour le développement est un pas important vers un Tchad plus équitable. Si elle est bien menée avec des ressources réelles transférées aux collectivités autonomes avec un mécanisme de suivi rigoureux, elle peut renforcer la gouvernance locale, stimuler l'économie des provinces et rapprocher l'État des citoyens. Le chef de l'État a ainsi tracé une voie prometteuse. Il a qualifié la décentralisation non seulement d'une réponse à une aspiration populaire, mais aussi d'un puissant levier de développement à la base. Il revient désormais à l'administration et aux partenaires de traduire cette vision en action concrète pour un Tchad uni, juste et prospère. Merci Ariel Tayo. La protection de l'environnement préoccupe les autorités. C'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures pour éviter la coupe abusive du couvert végétal. En dépit de ces mesures, notre environnement est toujours menacé par les hommes. Quelles sont donc les réalisations et défis à relever à l'ère de la 5e République? La réponse donc dans ce reportage que nous propose Roselyne Diekourpois.
Les 65 ans d'indépendance au Tchad sont marqués par la désertification et le recul du couvert végétal en matière des obstacles environnementaux. Pour rappel, le désert avance à un rythme de 3 km par an au Tchad avec une forte baisse de couverture végétale, de l'érosion des terres agricoles et des feux de brousse fréquents. En 2020, seulement 3% du territoire a été couvert de forêts contre bien plus en 1990. Cette déforestation touche l'acacia, les baobabs, les palmiers et menace la faune locale. Sur le plan aquatique, l'eau et le changement climatique restent un défi majeur. Le lac Tchad, autrefois immense, a perdu jusqu'à 95% de sa surface entre les années 1960 et fin des années 1990, symbolisant les effets conjugués du climat, de l'irrigation et de la pression humaine. Ce déclin contribue à la fragilisation des communautés agricoles, de la pêche et du pastoralisme, générant des tensions, des déplacements et les crises alimentaires régionales. Les épisodes d'inondations extrêmes récentes comme en 2022 ou en 2024 ont fait des centaines de morts, plus d'1 million de sinistrés, détruit des récoltes et nourrit l'insécurité alimentaire. Le parc des Akoumans, créé dès 1963, est le parc le plus ancien et un bastion pour la conservation des éléphants. Depuis 2010, la gestion de l'ONG African Parks a amélioré la protection malgré les risques liés au braconnage et à la sécurisation du terrain. À cela s'ajoute le parc Siniaka-Minia, classé parc national en 2023, est un autre exemple de renouvellement des initiatives environnementales pour lutter contre le déclin de la faune sauvage. Bien que des programmes de reboisement ont déjà permis de planter plus de 1,2 million d'arbres, freinant quelque peu l'avancée du désert et stimulant l'activité économique via la production de gomme arabique et d'arbres fruitiers, mais certains défis restent à relever pour faire face à certains aléas climatiques. Selon le classement mondial sur le plan environnemental, le Tchad figure parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique avec un cadre environnemental faible et un manque de financement pour protéger et gérer ses ressources naturelles. Néanmoins, plusieurs initiatives comme la restauration du lac Tchad, un plan national d'adaptation climatique ou le renforcement des capacités du ministère de l'Environnement témoignent d'une volonté de faire face à ces challenges. Et puis l'avortement clandestin est un phénomène qui va grandissant dans la société tchadienne. Pratiqué de manière illégale, il constitue l'un des enjeux majeurs de la santé publique. Cette pratique comporte des risques liés à la santé de ces femmes et peut conduire à la perte de la vie humaine. Reportage signé Laringam Solange. Au Tchad, un nombre d'inquiétants de jeunes filles recourent à l'avortement clandestin pour diverses raisons. La pauvreté, l'absence d'accès à une éducation sexuelle et reproductive adéquate, pression sociale ou encore grossesse non désirée. Cette pratique illégale et périleuse met en danger la vie et la santé de celles qui ont recours. Les interventions sont souvent réalisées dans les conditions insalubres du personnel non qualifié et avec un matériel rudimentaire. Le professeur Damtewoy Sadjoli, maître de conférences agrégé en gynécologie obstétrique, rappelle que l'avortement criminel est prohibé par la loi numéro 006, laquelle n'autorise que les interruptions thérapeutiques de grossesse. Pour lui, la légalisation de l'avortement assortie d'un accès à des services de santé de qualité serait essentielle pour protéger la vie et préserver la santé des femmes. Lorsque une jeune fille sans protection prend une grossesse non désirée, elle veut faire un avortement, c'est pas autorisé. Et ce qui fait que la prévalence des avortements provoqués clandestins est élevée. Avec ces complications, bien sûr, mais il faut la sensibilisation. Une sage-femme rencontrée souligne également les dangers que représentent ces pratiques clandestines et insiste sur l'importance de renforcer la sensibilisation, l'éducation sexuelle et la planification familiale. En faisant l'avortement clandestin, on peut saigner sauvagement, vider de son sang et mourir.
on peut perforer l'utérus. En faisant certains actes, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnels de santé qui ne sont pas qualifiés, qui se permettent pour argent d'aider ces jeunes filles à faire les avortements clandestins. Et on arrive aux perforations de l'utérus, traumatisme du col. L'avortement clandestin demeure une réalité alarmante au Tchad. Le combattre passe par un double engagement, garantir l'accès à un avortement sûr et légal dans les cas prévus par la loi, et promouvoir une éducation sexuelle responsable afin de prévenir les grossesses non désirées. La suite de l'actualité, mesdames et messieurs, en société, après ça. Et puis la hausse des prix des denrées de première nécessité dans différents marchés de la capitale et les provinces plombe donc les ménages. Les consommateurs désemparés ne savent à quel sens vouer. Ces prix ne répondent pas à leur bourse. C'est un reportage de Milamom Sidouane avec le récit de Hortense Kodimadi. Les prix des produits de première nécessité explosent dans tous les marchés de la capitale. Malgré l'intervention récente du ministre en charge du commerce, ce dernier avait interpellé les opérateurs économiques afin qu'ils baissent les prix. Mais cette descente sur le terrain n'a rien changé. La situation reste intenable pour les consommateurs qui n'ont que leurs larmes pour pleurer. Quelques citoyens s'expriment. Nous, on n'a pas d'argent. Toutes choses, on l'augmente. Les gens souffrent beaucoup. Il faudrait qu'on diminue le prix au marché. Parce que tout est cher. Même les riz. Les riz, avant c'était à 50, maintenant c'est à 80, 90. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas louer, tu vas acheter les scolarités des enfants. Tout ça là, tu vas t'en sortir comment? Nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on a une proposition? On n'a pas une solution. La seule personne ou seule institution qui est habilitée à réglementer l'inflation, c'est l'État. Mais du moment où l'État est incapable de régler l'inflation des prix sur le marché, il n'arrive pas à contrôler les prix des denrées alimentaires sur le marché. Qu'est-ce que ça peut donner? On ne peut que vivre de la charité du jour au lendemain. Mais si on le demande en tant que citoyen, je pense que l'État peut mettre fin à ces choses. Cette flambée est alimentée par certains commerçants véreux qui spéculent sur les produits de base tels que le maïs, le riz, le haricot, l'huile végétale et le blé. Les ménages ne savent plus à quel sens se vouer. L'accès à la nourriture devient de plus en plus difficile, suscitant une vive inquiétude. Il est essentiel que les autorités et les opérateurs économiques travaillent de concert pour réguler les prix. La mise en place d'une brigade de contrôle des prix s'impose pour empêcher les commerçants spéculateurs de profiter de la crise et maximiser leurs bénéfices. Le gouvernement devrait également investir dans le domaine de l'agriculture, l'une des mamelles de l'économie nationale, afin de stabiliser les prix et garantir une sécurité alimentaire durable. Des subventions ciblées aux ménages vulnérables pourraient les aider à accéder aux produits de base. Cette situation soulève de nombreuses préoccupations parmi les citoyens qui luttent pour satisfaire leurs besoins essentiels. Il est regrettable de constater que certains commerçants augmentent les prix sous le regard impuissant des autorités. Et puis les réseaux sociaux sont un outil de communication, mais les internautes utilisent à d'autres fins. Ils mettent à profit pour harceler et diffuser les messages de haine. Suivi à ce sujet le reportage de Mosgadimbaye Anastasie avec le récit de Félicité Ngirayou. L'utilisation excessive de l'Internet, bien que nécessaire dans le domaine de la formation, peut entraîner sans que l'on ne se rende compte à des déviations désastreuses causées par cet outil de communication. Il faut noter que les réseaux sociaux sont devenus de nos jours un moyen de distraction, en même temps une occasion de proférer des injures et d'incitations, chose qui les éloigne de leur rôle utilement premier, celui d'informer. Les jeunes gens souvent se donnent à poster et propager des vidéos pornographiques. C'est
tel contribue négativement à la déchirure du tissu social de contribuer à la consolidation de la société. L'utilisation de l'Internet devrait offrir des opportunités en faveur des développements au lieu de passer le clair de son temps à poster des choses qui blessent les consciences. Les réseaux sociaux dans leur essence sont une innovation, mieux une facilité offrant divers pistes plus à des troubles sociaux. L'on constate que les réseaux sociaux ont impacté durement le comportement vestimentaire d'une partie de notre société. La négativité, on peut dire que la plupart de la jeunesse utilise beaucoup des Android, mais ils ne connaissent pas l'importance. Vous voyez un peu, non? Ils sont, par exemple, les TikTok, les vidéos qui sont en ligne, ils sont là, ils suivent. Alors que dans le réseau, il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir et que ça peut aider beaucoup la jeunesse. Pour un étudiant, tu peux chercher des bourses, des choses qui vont t'aider là-bas. Même il y a des cours même en ligne. Ouais, c'est ça qu'on doit chercher, c'est ça l'avantage. Donc ces impacts peuvent être la délinquance, par exemple, se former à être un bandit, ou encore se former, ou encore faire collecter les idées, ou encore la manière de faire pour des personnes qui ne sont même pas bien intentionnées, maintenant pour pouvoir alors apprendre ce qu'ils font. Et maintenant, ils font leur propre culture. Dans un monde en pleine mutation, les réseaux sociaux peuvent être l'une des opportunités d'accès aux informations, d'une part, et d'autre, aux compétences professionnelles. Il est alors essentiel d'en faire bon usage en vue de ne pas se laisser emporter et manipuler par ces effets dévastateurs. Et puis dans la société africaine, l'adoption des enfants s'est faite dans certains ménages ou dans des structures. Cependant, au Tchad, existe-t-il des lois qui régissent ou soit des réglementations qui régissent l'adoption des enfants? La réponse dans ce reportage que nous propose Kaobari Maloum Esther. Généralement au Tchad, le constat montre que l'adoption des enfants s'est fait plus dans un contexte intrafamilial. Il suffit d'être proche d'un parent pour pouvoir adopter son enfant. Quelquefois, même la vie de ses enfants ne compte pas. Or, juridiquement, il existe des textes et lois qui régissent l'adoption des enfants au Tchad. Nous avons l'adoption simple et l'adoption plénière. Et donc le processus, les conditions qui permettent à une personne de pouvoir adopter, si c'est l'adoption simple ou l'adoption plénière, vous avez premièrement une condition. Le législateur a fixé une condition. Des conditions liées à l'âge, des conditions liées au consentement, et il y a bien d'autres conditions. Donc il va falloir que cette personne qui veut adopter puisse présenter certaines garanties. Que l'enfant qui sera adopté sera évidemment nourri ou bien élevé dans des conditions respectables. L'adoption, qui passe par un processus légal, reste encore un grand défi à relever dans la société tchadienne, car beaucoup pensent que pour adopter un enfant, ils n'ont pas besoin de faire recours à une juridiction compétente ou à une loi quelconque. Dans notre société, il y a beaucoup des adoptions qu'on peut dire intrafamiliales qui sont faits en dehors des cadres judiciaires. Et dans ces cas, cet enfant ne bénéficie pas de garanties juridiques suffisantes en cas de décès de cette personne qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de lui. Donc, c'est ce qui fait que ces enfants, arrivés au décès de l'une des personnes qui s'occupe d'elle, il y a tellement de problèmes. Donc, la différence va survenir. Cet enfant sera écarté de la masse successorale. Il ne va pas bénéficier de certains droits s'il a été adopté de manière légale. En effet, adopter légalement un enfant n'est pas seulement une garantie pour lui, mais également pour les adoptants. Car, en cas de conflit, la loi peut leur servir de témoin et de couverture. En société toujours, un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé ce matin, juste après le rond-point à double voie en direction du rond-point 10 octobre. Ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale. Pourquoi garder une grossesse pendant 9 mois pour ensuite abandonner l'enfant après l'accouchement? Milamom Sidouane nous en parle.
Ce matin, un enfant du sexe masculin a été découvert près du rond-point à double voie en allant vers le quartier Abenon dans le 7e arrondissement de la ville de Djamena. Une jeune fille aurait accouché seule, puis abandonné le bébé sans que personne ne la remarque. L'enfant, encore lié à son cordon ombilical, a été retrouvé sans vie sur la chaussée. Comment peut-on garder une grossesse jusqu'à terme et ensuite abandonner ce petit être? Une telle situation devient de plus en plus préoccupante. Ces jeunes filles doivent prendre une conscience de leurs actes et réaliser que la vie est sacrée. L'ensemble de la société doit se mobiliser pour mettre fin à ce phénomène qui ternit l'image de notre communauté. Le nouveau-né est un innocent. Il n'a pas demandé de venir au monde. Si l'on est incapable de le garder, il serait mieux de le remettre à des personnes capables de s'en occuper, plutôt que de commettre des actes répréhensibles. Nous devons tous réfléchir avant d'agir. Et si nous prenons des risques, nous devons être prêts à en supporter les conséquences. Il est impératif d'éduquer et de soutenir les jeunes mères pour prévenir de tels actes désespérés. La protection de ces innocents doit devenir une priorité collective, impliquant la sensibilisation, l'accompagnement et l'entraide. Ensemble, nous devrions promouvoir des solutions respectueuses de la vie et de la dignité humaine. Agissons maintenant pour construire un avenir où chaque enfant est chéri et protégé. Hors de nos frontières, le Rwanda a jugé ce 11 août 2025 inacceptable les récentes accusations du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme selon lesquelles l'armée rwandaise a soutenu le groupe armé M23 dont les tueries de civils ayant fait au moins 319 morts en juillet dans l'est de la République démocratique du Congo. Le récit de Koinito Jacques et Jeannette. Le Rwanda rejette les accusations du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce 11 août 2025. Le bureau de Volker Turk, Haut-Commissaire unusien sur les droits humains, dénonçait le massacre de civils par M23 soutenu, selon l'organisation, par des membres des forces de défense du Rwanda. Des accusations contre l'armée rwandaise sans preuve, affirme ce lundi Kigali. Selon le ministère rwandais des Affaires étrangères, l'inclusion gratuite des forces de défense du Rwanda dans les allégations formulées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est inacceptable et remet en question la crédibilité de l'organisation et sa méthodologie des accusations sensationnalistes. Dans un communiqué, le bureau unusien dénonçait la semaine dernière l'un des bilans les plus élevés documentés depuis la résurgence du groupe M23. 319 civils, affirme le Haut-Commissariat, tués entre le 9 et le 21 juillet dans 4 villages du territoire du Ruchurus, dans l'est de la RDC. Les victimes, toujours selon l'organisation, étaient principalement des agriculteurs campant dans leurs champs pendant la saison des plantations. Des accusations sensationnalistes répondent les autorités rwandaises qui risquent, poursuit le communiqué, de saper les processus en cours pour une résolution pacifique du conflit à l'est de la RDC. Le M23 a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est de la RDC et s'est emparé en janvier et février des grands villages de Goma et de Bukavu, respectivement capitales des provinces du nord Kivu et du sud Kivu. La RDC et le M23 ont signé le 19 juillet à Doha un accord dans lequel les deux parties s'engagent en faveur d'un cessez-le-feu permanent. Mais ses effets concrets restent limités sur le terrain. Selon le Haut-Commissariat unusien, Kinshasa et Kigali ont en outre signé en juin en Washington un accord de paix dont les dispositions doivent encore être mises en œuvre. Et pour finir, une information de la dernière minute, le vice-président du parti Les Transformateurs, le docteur Sitak Yombatina Beni, vient de démissionner du parti. Le parti donc prend acte de sa démission. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.
Electron TV, la vision du futur.